En 2017, on ne sait pas où on sera, mais c'est vrai que quand on voit ce projet, on pense très souvent on se dit pour Liège c'est bien, on voit les politiciens qui parlent, tout ça, on voit toujours le côté macro, tout comme moi je vais vous présenter le côté macro d'une étude européenne. Et il y a une remarque qui m'a été faite et que je trouve très judicieuse, non pas par rapport à Liège et l'Expo internationale, mais par rapport à notre étude, c'est de dire, mais vous avez interrogé 511, je pense, training managers, est-ce que vous avez posé la question aux apprenants? Comme pour Liège, est-ce qu'on a posé la question finalement aux Liégeois? J'en sais rien, on l'a peut-être fait. Hein. Mais nous n'avons pas posé la question aux apprenants. Et la prochaine étude que nous allons faire, donc ceux qui vont directement se dire, mais tiens, que pensent les apprenants, vont être déçus parce qu'on n'a pas de réponse par rapport à ça. Et il me semble que c'est effectivement extrêmement intéressant. Je peux bouger avec la caméra ou ça vous dérange pas? Je fais à mon aise, d'accord. Et donc finalement, ce qui est intéressant, c'est de savoir, d'un côté, d'avoir la vision macro, de se demander, mais tiens, au fond, qu'est-ce que dans les entreprises on pense du e-learning, comment est-ce qu'on l'utilise, etc., etc. Mais je pense plus fondamentalement que ce qui est intéressant, c'est de demander aux apprenants. Et si on posait aux apprenants les questions que nous avons posées, je crois qu'on aurait des résultats totalement différents. Et vous allez voir qu'on a même poussé le vice jusqu'à poser des questions à des training managers en leur demandant de se mettre à la place de leurs apprenants. Et là, on va trouver des réponses totalement édifiantes et même parfois très contradictoires par rapport à leur propre mode de pensée. Donc bonjour à tous, mon nom est Stéphane Atsou, je travaille pour CrossKnowledge, blablabla, société active dans le e-learning. Et aujourd'hui est une vraie catastrophe pour moi, non pas parce que Liège va devenir la ville internationale et que je suis bruxellois, mais parce que je dois vous parler de chiffres. Je suis de formation philologie germanique. J'ai lu des livres, j'ai beaucoup lu de livres, j'ai fait la littérature, mais je n'ai jamais rien compris au cours de statistiques qui m'étaient données en première et deuxième candidate. Il y avait même un logiciel à l'époque qui était une espèce de Excel amélioré qui nous aidait. Je n'ai rien compris, j'ai toujours raté le cours. Et je dois aujourd'hui vous parler de statistiques. C'est la première fois de ma vie que je vais vous parler de statistiques. Donc on va essayer de le faire vite, bien, et surtout on va essayer de se concentrer non pas sur les pourcentages en valeur absolue, mais plutôt sur les grandes idées qui sont dégagées de cette enquête. Alors comme je vous l'ai dit, c'est une enquête qui a été menée auprès de 511 training managers dans 6 pays européens, qui sont la France, la Grande-Bretagne, l'Espagne, l'Italie et la Belgique et les Pays-Bas. On a consolidé les pays, la Belgique et les Pays-Bas, non pas parce qu'on croit très fort dans l'idée du Benelux, etc., mais simplement pour avoir un panel représentatif de grandes entreprises, puisque notre enquête se concentre sur les grandes entreprises. Pour vous donner une idée, grande entreprise, la plus petite entreprise qui a participé à l'enquête au niveau du Benelux, c'était la Société des transports publics bruxellois, la STIB. Donc ça, c'était la plus petite des entreprises. On a divisé l'enquête en 5 grandes parties. La partie qui concerne la mise en œuvre du e-learning, les objectifs poursuivis par les entreprises quand elles mettent en œuvre du e-learning, les leviers de motivation, les applications et les clés du succès. Alors, c'est une enquête, ce sont des chiffres, on a tous appris à lire des chiffres, certains plus que d'autres. Donc, je vous envoie la présentation, vous pouvez télécharger l'enquête complète sur notre site web, et je dirais à la limite, ça nous fera arriver à la pause pour le café un peu plus rapidement. Donc, la première partie concerne la mise en œuvre. Je pense que, donc vous voyez systématiquement, on a la division par pays, Benelux, Espagne, France, Grande-Bretagne, Italie, et on a également fait de temps en temps, enfin en tout cas dans cette présentation-ci, vous allez voir la division par taille d'entreprise, parce que quand on parle de grandes entreprises, ben oui, on a des entreprises de moins de 1000 employés, entre 1000 et 10 000, et de plus de 10 000 employés. Alors, quand on demande aux gens, aux training managers, eh bien, depuis combien de temps est-ce que le e-learning finalement fait partie de l'offre globale, on est assez surpris, en tout cas moi j'étais assez surpris, de voir finalement que dans le monde des grandes entreprises, eh bien, on arrive globalement qu'à 52% qui utilisent le e-learning depuis plus de 3 ans. Plus de 3 ans, enfin, on est à 47% qui l'utilisent seulement depuis 3 ans ou moins. 3 ans, c'est 2009. Facebook existait depuis longtemps, Twitter depuis longtemps, 2009 c'était avant-hier. Donc finalement, on pense que le e-learning est une solution qui est utilisée, qui est appliquée, qui est mise en œuvre dans beaucoup de grandes entreprises. Ce n'est pas tellement le cas, c'est quelque chose qui est assez récent. Vous voyez par exemple que effectivement les grandes entreprises ont de l'avance, mais finalement là où certains vont dire « waouh, 70%, ou mes collègues français, 70% presque des grandes entreprises utilisent le e-learning depuis plus de 3 ans, moi ce que je vois, c'est que 30% d'entre elles ne l'utilisent que depuis 1, 2, voire 3 ans. Donc, finalement, c'est presque un mythe de penser que les grandes entreprises
utilisent le e-learning depuis la fin des années 90, le début des années 2000. Quand on pose la question par rapport aux participants, par rapport à je vous avais dit que je ne suis pas bon dans les chiffres. Hein. Je vois ce 30% qui est en grand, je me demande ce que ça veut dire. Quand on demande en fait aux participants en 2010, donc il y a 2 ans de ça, bonjour monsieur, installez-vous, hein. Ce sont que des chiffres, vous savez. Quand on demande aux participants, mais tiens, en 2010, combien de membres de votre employé, de votre société ont suivi au minimum un cours e-learning? Parce que bon, il y a 2 types de réponses. On peut répondre oui, j'utilise le e-learning, et puis après, à quel point est-ce qu'on utilise le e-learning? Et donc, en 2010, combien de personnes ont suivi au minimum un cours? Eh bien, on se rend compte que finalement, dans la moitié des participants sont à 30% de réponse. C'est-à-dire qu'on a au moins un cours suivi chez 30% des participants. Vous comprenez ou pas? Parce que moi j'ai mis du temps avant que ça donc je me demande parfois si c'est tout aussi clair. Donc finalement, on n'est pas dans un raz-de-marée. Quand les gens disent on utilise le e-learning, on n'est pas dans un raz-de-marée d'utilisation. On n'est pas tout le monde l'utilise, on est à tous mes employés utilisent le e-learning. Alors, je vais un peu accélérer parce que je me suis rendu compte ce matin qu'en fait je n'avais que 20 minutes pour vous présenter les chiffres, ce qui est bon aussi. Ce que je trouve assez intéressant comme statistique, ce qui vient ici, c'est quand on demande en 2010 et qu'on fait le rapport par secteur industriel ou par taille d'entreprise, et finalement on se rend compte que c'est l'entreprise, c'est le secteur des services. Alors, ce n'est pas tellement étonnant, je crois qu'on aurait pu s'en douter, c'est le secteur des services qui a le plus d'appétence par rapport à l'utilisation du e-learning. Et que finalement, c'est le secteur industriel qui a 14% des répondants qui sont à plus de 50% de leur staff qui utilisent le e-learning. C'est le secteur industriel qui est on va dire, plutôt en retrait. On ne va pas dire en retard, mais qui est plutôt en retrait par rapport notamment aux services. Et la bonne surprise vient du service public, qui a toujours un petit peu l'image, de manière globale, d'être à la traîne au niveau de l'innovation en formation. Je parle au niveau global européen. Je sais qu'en Wallonie, il y a énormément d'efforts, notamment au niveau des services, enfin des acteurs publics, pour promouvoir cela. On est quand même à 25%. Et si on prend la partie 10-50, on arrive à une belle répartition de l'utilisation du e-learning. Alors, ça, c'est juste une projection, s'il y a des entreprises qui vendent du e-learning. Est-ce qu'il y a des acteurs commerciaux du e-learning dans la salle? N'ayez pas peur. Levez votre main. 1, 2, 3, n'ayez pas peur. 1, 3, 4, 5. Ok, ça va, il y en a quand même. La bonne nouvelle, c'est, regardez, ça va continuer à augmenter. Les gens vont continuer à utiliser du e-learning. Et les prédictions pour le futur, les intentions de ces training managers sont d'aller vers beaucoup plus d'utilisation, puisque la tranche 37% qui est à moins de 10% d'utilisation, eh bien cette tranche de 37% va diminuer à 15%. Les gens ont l'intention d'investir plus dans le e-learning. Donc bonne nouvelle pour vous, messieurs, dames, actifs dans ce domaine-là. On va passer aux objectifs poursuivis quand on implémente le e-learning. Quand on demande à un training manager, mais tiens, au fond, pourquoi est-ce que vous allez mettre des centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros, dans un système pareil? Alors, sur les 511 réponses, celle qui revient le plus souvent, on s'en doute, c'est une question d'optimalisation des coûts. Voilà. Et optimalisation, ça veut dire réduction, hein, pour ceux qui ne... C'est réduction des coûts. On veut réduire les coûts, c'est l'objectif numéro 1. Le deuxième objectif est de résoudre le problème. Et je n'ai pas les chiffres sur le Benelux, parce que sur le Benelux, cette question-là, cet argument-là arrive plutôt dans les derniers. Mais si on prend de manière globale, bon, évidemment, le Benelux est un petit peu noyé, mais donc résoudre la problématique de la distance. N'oubliez pas, on parle de pays comme l'Italie, comme la Grande-Bretagne, comme la France, où la distance veut vraiment dire quelque chose. Ici, en Belgique, quand on doit aller de Bruxelles à Liège, bon, ben, on a des problèmes sur la 42, mais c'est pas très très grave, on décale la conférence d'un quart d'heure et c'est joué. Alors, je voudrais juste attirer votre attention sur un petit point qui était bloqué dans les travaux de la 42 à Villers-le-Bouillet. Qui a vu des gens travailler sur la bande de gauche? Vous avez vu des gens travailler? Incroyable. Bref, je voudrais attirer votre attention sur ce point ici.
Quand on demande à un training manager quel est l'objectif poursuivi par votre entreprise dans la dépense et dans la mise en œuvre du e-learning, eh bien vous voyez qu'augmenter la qualité des programmes de formation, l'aspect finalement qu'un formateur, on peut se dire, voudrait mettre en premier lieu, eh bien ça vient en dernier lieu. Augmenter la qualité de la formation. Retenez cet aspect-là. Je vous ai parlé de problèmes, d'incohérence parfois dans les réponses. Ça va revenir un peu plus tard. Retenez bien, en dernier lieu, l'objectif poursuivi par nos amis les training managers, la qualité vient en dernier lieu. Alors, ici, ce sont des données que l'on connaissait déjà. Vous avez les chiffres maintenant. Quand on pense au niveau de l'entreprise, mais tiens, pour qui est-ce que vous dédiez le e-learning, à qui est-ce que vous réservez le e-learning, à quelle population vous réservez le e-learning, 22% c'est les managers et 22% ce sont les nouveaux entrants. Les managers et les nouveaux entrants sont clairement, visiblement, dans les réponses de ces grandes entreprises, les deux publics cibles numéro 1, avec des pics notamment en France par rapport aux managers, où ça monte jusqu'à 32% des répondants qui vont mettre les managers en avant comme première cible ayant accès au e-learning. Vous voyez qu'ensuite on a le middle management, le staff technique, le staff personnel de bureau, le senior management, les high flyers, c'est tout ce qui concerne les talents, les hauts potentiels, etc., etc. Je crois qu'il n'y avait rien de neuf là-dedans, je crois qu'on vous aurait posé la question à l'entrée, on serait arrivé à peu près avec les mêmes chiffres. Alors, de nouveau, quelque chose qui n'est pas très surprenant, ce qui est intéressant plutôt, c'est la répartition en fonction de l'usage du e-learning et en fonction finalement de la taille des entreprises, c'est pour quel domaine vous utilisez le e-learning. Sans surprise, domaine numéro 1 viennent les formations en rapport avec le métier. Et je crois quand on voit comment la région wallonne a travaillé avec les pôles de compétitivité, les centres de compétences, etc., etc. Je regarde là-bas parce que je viens d'apprendre très récemment qu'il y a une différence entre pôle de compétitivité et centre de compétences. Je pensais que c'était la même chose, erreur pour moi. Donc on comprend pourquoi est-ce qu'on investit beaucoup dans les formations métiers, étant donné que c'est le premier usage que l'on va en faire. Vous voyez que 67% au niveau global vont répondre formation en rapport avec le métier. Ensuite viennent les formations hygiène et sécurité, IT, compliance, et assez intéressant finalement, on met les managers en avant comme les premiers à avoir accès à du e-learning, mais finalement les formations en management et leadership ne représentent que 37% par rapport, enfin, ne sont citées qu'à hauteur de 37% par les responsables de formation. Avec toujours des grandes différences par rapport à certains pays. Vous voyez par exemple qu'au niveau du Benelux, c'est une tendance qui est très très forte. Et si on prend par exemple le classement au niveau du Benelux, on verrait que le management et le leadership arrivent en deuxième lieu par rapport aux thèmes qui sont mis en avant. Je voudrais juste mettre un petit bémol par rapport à ça. C'est une enquête qui a été menée dans des grandes entreprises et au niveau du Benelux, cette enquête a été menée par Ipsos et par CrossKnowledge. CrossKnowledge qui est une société active dans la formation à distance, en général, avec une spécialisation qui est le management et le leadership. Donc, on met entre grands guillemets cette donnée-là. On n'est pas sûr qu'elle soit véritablement représentative au niveau du Benelux, étant donné qu'il peut y avoir une confusion entre ceux qui mènent l'enquête et leur métier premier. Donc, voilà. On met des guillemets ici. Comme ça, vous comprendrez que ce n'est pas nécessairement le deuxième thème repris dans les formations en ligne. Il y avait quelque chose d'intéressant que je devais vous dire. Mais je ne sais plus. Ça reviendra. Ne vous inquiétez pas, il y a encore des chiffres. Alors ça va peut-être intéresser ceux qui travaillent véritablement, ceux qui font du développement, etc. etc. Vous voyez que quand on parle du type de e-learning qui est utilisé, alors c'était très difficile à faire comprendre aux répondants ce qu'on entendait par cette question, parce qu'évidemment à ce niveau-là, la définition et l'utilisation des mots a toute son importance. Donc on a posé la question, quelle est la fréquence d'utilisation de ces différents types de e-learning ? En partant des modules sur mesure, des questionnaires en ligne, des modules off-the-shelf, donc on a des sur étagère, des outils collaboratifs, des vidéocases, des e-books et des podcasts.
sachant qu'on peut avoir des vidéocasts qui sont sur mesure. Donc, on a vraiment dû faire un choix, évidemment, dans l'enquête, mais on voit très clairement que l'utilisation de modules custom est la numéro 1. C'est un chiffre qui est tout à fait logique, qui est dans la lignée du slide précédent, où on voit que finalement, la majorité des formations sont à destination de contenu métier. Donc, il est tout à fait normal qu'on va trouver une traduction de cette donnée-là au niveau des types de e-learning utilisés, à savoir les différents les modules sur mesure. Alors, ce qui est intéressant à voir, c'est surtout la question, quand on leur demande, mais tiens, est-ce que vous avez l'intention d'utiliser, quelle méthode avez-vous l'intention d'utiliser en 2012, donc dans le futur, est-ce que vous comptez augmenter ce type d'utilisation-là? On voit effectivement que les modules sur mesure et les questionnaires en ligne vont connaître une forte augmentation également. Donc ça, c'est le pourcentage de réponses « oui, absolument, je vais l'augmenter ». Mais ce qui est intéressant également, qu'on imaginait aussi, on avait eu tendance à le prédire sans avoir l'enquête, mais que les outils collaboratifs sont très forts dans le radar des training managers, puisqu'ils le mettent également. C'est la 3e augmentation au niveau des types de ressources utilisées. Oui? Est-ce qu'au moment de poser les questions à ces personnes, on a expliqué, ou eux ont demandé Oui, ce qu'on voulait dire par... dans quel domaine on mettrait par exemple une vidéo d'apprentissage sur une machine? Non. Dans le milieu industriel. Non, on a dû préciser ce que l'on entendait par un e-book, par un vidéocast, mais on n'a pas fait le lien avec l'utilisation qui en est faite. C'est d'ailleurs un bon point. Il y a pas mal de points d'amélioration pour la prochaine enquête, notamment, je vous ai dit, les utilisateurs qu'on va interviewer, mais au niveau notamment de l'utilisation des statistiques, l'université de Maastricht, enfin, pas très loin, quelque part ici, va nous aider à travailler ces données-là. Quand on parle donc on a parlé des systèmes, donc quelque part les différents outils qui sont à disposition. Il y a aussi les modes de livraison, on va dire. Comment est-ce que vous organisez finalement le e-learning? Sans grosse surprise, c'est le blended qui remporte la mise. Par contre, avec un petit peu plus de surprise, et ça va peut-être décevoir certaines personnes dans la salle, on se rend compte finalement que le Serious Games reste un petit peu à la traîne. Et quand on demande aux gens, est-ce que vous allez investir encore plus, ben, on voit que les gens vont, oui, investir dans les systèmes blendés, oui, ils vont absolument encore investir dans des bibliothèques de contenu à disposition en self-learning. Mais par contre, au niveau Serious Game, je vous dis ça parce que c'est un petit domaine que j'aime particulièrement, et il y a 2-3 personnes dans la salle que je reconnais qui participent à certaines conférences. En tout cas, au niveau des grandes entreprises sondées en Europe, ben, le Serious Game n'est pas tellement à l'agenda. Est-ce que ça a à voir avec des expériences ratées? Est-ce que c'est finalement le coût du Serious Game qui joue? Enfin, en gros, ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas du tout, c'est pas un oui massif, on va investir dedans. J'ai plein de questions à vous poser. Est-ce que vous reconnaissez ça? Mais bon, on peut peut-être faire ça après, je pense. Il reste combien de temps? 5 minutes. 10? Non? 5 minutes. 5 minutes. Waouh. Alors, ici, vous avez une répartition, effectivement, donc plus par pays et par taille d'entreprise. Maintenant, ce que l'on voit, c'est que finalement, les entreprises de plus de 10 000, et les entreprises ce qu'on appelle les très grandes entreprises, et on va dire plutôt les moyennes, il n'y a pas une grande différence sur l'utilisation du blended. Le blended semble vraiment être la méthode de delivery qui réconcilie tout le monde. Il n'y a pas de grande différence. C'est surtout vraiment au moment où plus on utilise le e-learning, plus on va faire du blended visiblement, puisque les entreprises qui utilisent le e-learning depuis plus de 5 ans sont vraiment les grands consommateurs de cette méthode de delivery. Voilà, je vous laisse la slide 30 secondes. Donc vous avez ici les chiffres de façon globale que je vous ai montrés dans la slide précédente, mais ici la répartition au niveau du Benelux. Et peut-être ce qui est intéressant, c'est de voir la répartition entre les moyennes et les très grandes entreprises. Vous voyez qu'au niveau du Serious Game, finalement, au niveau du Benelux, on est assez actif, et je crois que c'est notamment à mettre en rapport avec les éléments, toutes les conférences qui sont organisées, tout l'investissement qui est fait, notamment du secteur public,
par rapport à ce mode de delivery précis. Alors, les conditions de succès, je voudrais juste vous montrer celle-ci, puisque finalement, vous avez posé la même question à l'entrée. Quand on pose la question quels sont les freins à l'utilisation du e-learning mentionnés par les apprenants, donc on demande au training manager qu'est-ce que les apprenants finalement vous remontent comme frein par rapport à l'utilisation du e-learning. Qu'est-ce qui va faire que finalement quelqu'un ne va pas suivre son cours sans trop de surprise? Le manque de temps est la raison numéro 1. Alors là, par contre, il y a une petite surprise, c'est la raison numéro 3, qui concerne les aspects culturels. Je dois vous avouer que j'étais assez surpris de voir ça. On a aussi posé des questions plus précises pour essayer de comprendre exactement si tout le monde était aligné sur l'aspect problématique culturelle. Il s'agit vraiment de la différence entre, par exemple, dans un cours en management, entre ce qui vous est offert de façon standard et ce qui est mis en pratique réellement dans votre entreprise. Et donc, la différence culturelle est un véritable frein, visiblement, remonté par les apprenants dans les grandes entreprises. Alors, dans certains pays, ça se ressent plus fort que dans d'autres. Vous voyez, par exemple, que la différence culturelle en Italie, c'est finalement la raison numéro 2, alors que, par exemple, en Grande-Bretagne, ce n'est que 21%. C'est assez logique. Quand on voit l'offre e-learning qui existe au niveau mondial pour les grandes entreprises, la Grande-Bretagne ne doit pas trop se plaindre, tout est en anglais. Donc eux déjà, par rapport à la langue, culturellement, la barrière n'est pas énorme. En plus, quand on voit aussi la majorité des contenus à disposition viennent des États-Unis, je ne vais pas dire que la Grande-Bretagne et les États-Unis, c'est la même culture. S'il y a des Anglais ou des Américains dans la salle, je vous en prie, ne me tirez pas dessus. Mais quelque part, on peut se douter, on parle toujours du monde anglo-saxon comme étant finalement un monde qui partage certaines valeurs culturelles communes. Plus, par exemple, que par rapport à l'Italie, par rapport à la France ou l'Espagne. Et alors, je vais essayer de terminer... Pardon, excusez-moi. Voilà. Je vais terminer avec ce tableau-là. Quand on pose la question au training manager, quels sont selon vous les 3 facteurs clés de succès d'une mise en œuvre de e-learning? Et pas selon vous, monsieur le training manager, mais selon vos apprenants. Vos apprenants, selon eux, que pensent-ils, où se situe véritablement le facteur clé de succès d'un bon e-learning? Et vous allez voir, et c'est là quelque chose que je trouve assez intéressant, c'est que le training manager qui nous a répondu que dans ses raisons de mettre en œuvre de e-learning, l'amélioration de la qualité des programmes de formation vient en dernier, quand on va lui demander de se mettre à la place de son apprenant, il va nous dire le facteur clé de succès, c'est la qualité du contenu. Et donc, je vous avais demandé de retenir ça parce que pour moi, c'est un des grands aspects, finalement, c'est peut-être ça, un des éléments qui fait que le e-learning ne fonctionne pas toujours, c'est qu'il y a soit une méconnaissance du e-learning en tant que tel, soit une méconnaissance des attentes des apprenants, mais en tout cas, il est assez frappant de voir que l'objectif d'augmentation de qualité arrive en dernier, alors que le besoin de qualité, selon les apprenants, arrive en premier. Et c'est sur cette grande contradiction que je voudrais vous remercier pour votre attention et vous souhaiter une bonne journée. Vive Liège!